Bonjour à tous, 300 millions de critiques. Nous sommes à la Monnaie de Paris pour l'exposition Grayson Perry, un personnage absolument extraordinaire qui a commencé sa carrière comme professeur à la St. Martin's School et qui a rejoint l'accord de ceux qu'on a appelés les Young British Artists en 1997, une exposition qui s'appelait tout simplement Sensation à la Royal Academy à Londres. Il y avait Damien Hirst et tous les autres, les frères Chapman. C'est donc la grande tradition, comment peut-on dire, de la provocation charmante des Britanniques et un artiste dont nous allons parler tout au long de cette émission. Nous sommes ravis d'être à la mairie de Paris, à la Monnaie de Paris, parce que la mairie de Paris, c'est ailleurs, c'est pas tout à fait le même sujet. Pas le même décor. Bien que... Nous avons évidemment retrouvé, comme toutes les semaines, Yves Bigot, mon cher Yves, bonjour. Bonjour Guillaume. Donc Laura Tenucci de France Télévisions, bonjour Laura. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Marie-Christine Trottier, Marie-Christine. La petite nouvelle. Voilà, Radio-Canada. Enchantée. Bienvenue, nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés. Sylvestre Desfontaines de la RTBF, que vous connaissez maintenant parfaitement, mon cher Sylvestre, bonjour. Bonjour Guillaume. Je suis sûr toujours. Et Michel Serruti de la Radio-Télévision Suisse. Nous allons commencer par les instantanés de la semaine. Mon cher Yves, c'est à vous. Alors, c'est une photo de la maison rue de Toul de Pierre-Henry, sa maison musée, et son studio en même temps, qui va être détruite, et donc dont les clés ont été rendues à la fin du mois d'octobre. Voilà, c'est un moment d'histoire de la musique concrète et de la musique moderne qui disparaît à Paris. Alors même si ces 14 000 bandes magnétiques vont être, elles, numérisées à la Philharmonie de Paris. Ma chère Laura. Donc moi, c'est une photo de Florence Foresti qui interdit pour son prochain spectacle, et à mon avis les autres aussi, l'utilisation des téléphones portables. Donc ça, c'était déjà interdit dans les salles de spectacle, mais on n'aura même plus le droit de pouvoir envoyer un texto ou de s'en servir, puisqu'ils seront sous-scellés, vous les aurez quand même à côté de vous, mais dans une petite pochette en plastique qui les désactivera. Il y aura, rassurez-vous, des salles mises à disposition si jamais il y avait une urgence. Moi, j'ai choisi tout simplement Marlène Dietrich. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup des années 30, des années 40, et vous pouvez découvrir tous ces films à la télévision qui sont extraordinaires, notamment celui qui s'appelle The Foreign Affair. Vous voyez, cette image est extrait de ce film de Billy Wilder qui se passe juste dans l'après-guerre. Film inouï, beauté exceptionnelle. Et moi, puisqu'on est dans le temple de la provocation avec cet artiste, j'ai choisi un artiste provoquant, Hubert Lenoir, grand vainqueur au récent Gala de la Disque, qui est l'équivalent des Victoires de la musique ici en France. Alors, il a une androgynie provocante, un propos qui surprend, une musique assez passionnante, assez captivante. Alors, Hubert Lenoir, un nom à retenir que vous verrez peut-être de ce côté-ci de l'Atlantique sous peu. Sylvestre. Une photo en scène de David Murgia, qui est un comédien belge qui a fait la une au théâtre du Rond-Point. Il a été salué par la critique. Et la RTBF a fait une captation numérique parce que c'est de plus en plus dans l'air du temps chez nous de faire des captations en direct et puis ensuite de mettre le spectacle en télévision. Et ce spectacle, eh bien, il va tourner en France et en Belgique. Il s'appelle Laika. Michel. Photo histoire aujourd'hui pour rappeler le centenaire de la grande grève générale de 1918 en Suisse qui avait mobilisé 250 000 personnes qui étaient dans la pauvreté, qui a bien souhaité faire valoir leurs droits. L'armée suisse avait été mobilisée pour les mater. Les grévistes ont été défaits. Mais néanmoins, cette grève a eu d'importantes conséquences pour toute la politique sociale de la Suisse dans les années qui ont suivi. Et donc, c'est au cœur de cette Monnaie de Paris, avec cette exposition Grayson Perry, que nous allons lancer le sommaire de cette émission. 300 millions de critiques, le voici. Mon pays, c'est l'amour, l'album posthume de Johnny Hallyday, est un succès phénoménal sur lequel nous nous penchons aujourd'hui. La plus francophone des Anglaises, Jane Birkin, publie ses journaux intimes. Le journal d'un artiste est-il de la littérature? Nous en débattrons. Jusqu'au 25 février 2019, le cubisme fait les beaux jours du centre Pompidou à Paris. Un courant qui attire toujours autant les visiteurs. L'équipe en a fait partie. Instantanés, invités, coups de cœur sont aussi au programme. 300 millions de critiques, c'est tout de suite. Premier sujet donc de 300 millions de critiques, 1 million d'albums vendus avec Noël qui se profile, mais évidemment ce chiffre sera largement dépassé. Mon pays, c'est l'amour, c'est l'album posthume de Johnny Hallyday, disparu depuis presque un an, qui bat également des records sur les plateformes de streaming. Mais un effet notable, évidemment, de cette aventure qui est assez inouïe dans l'histoire du disque en France, c'est justement, et j'ai employé à dessein le mot disque, qu'on vend
beaucoup, même une majorité de CD plutôt que d'achats sur des plateformes de streaming. On en arrive à ce chiffre absolument invraisemblable, entre 95 et 97% des ventes. J'en parlerai au diable, c'est le titre dont tout le monde parle, mais c'est l'aspect économique, l'aspect exceptionnel des ventes que nous allons évoquer dans un instant. Je me tourne vers vous, Yves, historien de la musique. C'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est historique au sens strict du terme ? Alors c'est historique, on va dire, pour ce siècle. Des ventes pareilles. La dernière fois pour un nouvel album, alors s'il y a eu Renaud, lors de son comeback, qui avait fait des chiffres approximants, mais sinon la dernière fois, 1 million d'exemplaires de mise en place, c'était Jacques Brel, donc ça commence à remonter son dernier album, évidemment lui aussi, qui était paru juste au moment de sa disparition. Après, évidemment, la question que tout le monde se posait, c'était est-ce que l'émotion qu'on a ressenti, qu'on a pu constater au moment de la disparition de Johnny Hallyday, et notamment de la cérémonie en l'église de la Madeleine, et tout ce défilé sur les Champs-Élysées, l'avenue de la Grande Armée, etc. Est-ce que cette émotion allait continuer se poursuivre dans le temps, et est-ce qu'elle allait se traduire, notamment dans les ventes de cet album ? Donc il y avait d'autres questions afférentes. C'était aussi quid de cet album, puisqu'on savait que quand Johnny l'a enregistré, il était extrêmement malade. Donc se posait la question de savoir déjà comment serait sa voix. Et alors vraiment la nouvelle merveilleuse, c'est que sa voix est absolument impeccable sur ce disque. Son timbre est inaltéré, alors qu'il souffrait beaucoup. Sa puissance vocale est toujours là. Donc, c'est un album non pas de Johnny Hallyday malade, c'est un album de Johnny Hallyday qui, d'une certaine façon, depuis qu'il avait failli mourir au Cedar Sinai en 2008, en fait, n'avait jamais si bien chanté depuis les années 70 que quand il était revenu après cette maladie. Après, la qualité de l'album, puisque vous savez qu'il y a eu toute cette polémique entre Laetitia d'un côté et puis David et Laura de l'autre, etc. La qualité de l'album, je dirais que ça n'est pas un album de testament crépusculaire comme ont pu l'être, par exemple, Black Star de David Bowie ou You Want It Darker de Leonard Cohen, bien que ce soit un album qui s'adresse malgré tout à sa disparition. J'en parlerai au diable, c'est assez clair. J'en parlerai au diable, Je ne suis qu'un homme, Pardonne-moi. Il y a 3-4 morceaux comme ça qui sont clairement, mais il y en a d'autres qui n'ont rien à voir. Et c'est enregistré avec son équipe habituelle, avec Yodelis pour la composition, Yvan Cassar pour certains arrangements, Yarol Poupeau, ces musiciens américains. Et en fait, il ne manque qu'une chose sur ce disque qui est un plutôt bon album de Johnny Hallyday du XXIe siècle, on va dire. C'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais il manque en fait une chanson que Bertrand Langlo, son directeur artistique chez Warner, avait demandé à Elvis Costello de lui écrire, en grande partie en français. Notre Elvis, à nous, n'a pas eu le temps de la chanter. C'est une chanson qu'on retrouve néanmoins en bonus track sur le nouvel album d'Elvis Costello. Ça s'appelle « Adieu Paris, l'envie des étoiles ». Et c'est le morceau qui manque, parce que je pense qu'il aurait donné
un petit plus à cet album, de toute façon, dont il faut surtout accuser réception de l'incroyable phénomène que ces ventes représentent et de l'incroyable affection que ça exprime des Français pour Johnny Hallyday. pour notre rockstar à nous. Alors, sur les réseaux, que dit-on? Alors, sur les réseaux, on est assez dithyrambique par rapport à l'album. Ce qui est étonnant, c'est de voir certains témoignages de fans qui avaient besoin de s'approprier l'objet. Vous disiez effectivement que 97 physique. C'est-à-dire que on a même la jeune génération, même ceux qui ne l'ont pas acheté en streaming, parce qu'ils avaient besoin d'avoir l'objet. C'est comme s'ils avaient quelque chose de Johnny qui leur appartenait. Donc ça, on le retrouve vraiment sur les réseaux sociaux. Ce qui est dommage, c'est que l'affaire Laetitia, Laura, David prend le pas après sur les commentaires positifs. Il y a les fans qui se posent la question, mais les bénéfices de cet album vont être colossaux quand on voit les résultats des ventes aujourd'hui. Mais qui va prendre l'argent? Est-ce qu'il va y avoir un musée au nom de Johnny? Et il y a toute une frénésie. C'est la grande poésie des réseaux sociaux. C'est la grande poésie des réseaux sociaux, mais là on voit que posséder quelque chose qui a pu toucher de près ou de loin de Johnny, c'est qu'il y a eu une vente au même moment de la robe de mariée que portait Adeline Blondiot lors de son mariage avec Johnny, et qui a été vendue aux enchères et qui a fait un prix beaucoup plus élevé qu'on imaginait, parce que là aussi, on s'achète quelque chose qui a touché un peu Johnny Hallyday. Quelque chose en nous de Johnny Hallyday. C'est ça. Michel, alors est-ce que vous pensez de cet album? D'abord, est-ce qu'on en parle en Suisse? Est-ce que ça a été un événement en Suisse, au Canada, chez vous et en Belgique, par exemple, cette affaire? Michel. Oui, bien sûr. Enfin, le principe des ventes en Suisse a été similaire à ce qui s'est passé en France. Les magasins étaient ouverts à minuit. Enfin, voilà, des grandes chaînes, des grandes anciennes commerciales avaient prévu cela. Ça a eu un succès. Johnny a autant de succès en Suisse francophone, il faut bien le dire, pas en Suisse germanophone, mais il a autant de succès en Suisse francophone que ça n'est le cas en France ou en Belgique. C'est vraiment une star qui est adulée de la même manière qu'en France. Et puis, Johnny, pour la Suisse, pour la France, pour la Belgique, il faut dire, voilà, outre les qualités de l'album, Yves en a rapidement parlé, c'est vrai que c'est un album qui est plutôt bien réussi, qui revient plutôt à un côté un peu rock de Johnny, rock blues, alors que pendant une période, on va dire les années 80 et autres, il était un peu plus peut-être dans la variété. Là, il y a quelque chose d'un petit peu plus âpre dans son album qui plaît bien. Peu d'arrangement avec des cordes et donc la volonté, en gros, de mourir en rocker. Ouais. Pas en artiste de variété, parce que c'est ça la déclinaison finalement de ce qu'il a fait ces dernières années. Parce que je suis un artiste de rock, je ne suis pas un artiste de variété. Non, puis on sent la patte de Yodelis, Maxime Nucci et puis Yarol Poupeau, clairement. Et puis Johnny, au-delà de la musique, alors non seulement il plaisait par la musique, mais moi j'ai envie de dire, ce qui est presque une banalité, mais c'est vrai que c'était le rêve américain concrétisé à l'échelle France-Belgique-Suisse. Johnny vraiment dans les valeurs, le rock, les motos, les femmes, la vie, les hauts, les bas, les outrances, etc. Donc il cristallisait tout ça et du coup il a toujours eu cette capacité de fédérer, de plaire et de permettre aux gens aussi de s'incarner en lui, en tout cas de retrouver une figure dans laquelle ils auraient voulu s'incarner et qui faisait sa personnalité dans ce personnage qui s'était construit, en Suisse également, bien sûr. Voilà une certaine forme d'éternité du rock. Mon cher Sylvestre, vous êtes l'homme, car nous sommes dans un endroit qui résonne, donc nous parlons comme dans un film de Bergman, très doucement. Vous êtes l'homme qui, il y a quelques semaines, avait enterré Jacques Brel 3 fois, en disant qu'il était mort. Vous aviez raison, que ce qu'on savait de lui dans la jeunesse belge était quasiment faible, voire totalement inconnu. Est-ce que Johnny Hallyday, Jean-Philippe Smet, le Belge, a un raisonnement chez vous aujourd'hui? Oui, il a un raisonnement. Il est numéro 1 des ventes en Belgique. Numéro 1 des ventes devant Morane, qui est numéro 2, qui chante Brel. Ça fait 3 morts en 2 slots. Donc c'est très intéressant parce que j'y vois 2 choses dans la sortie de cet album et l'engouement qu'il y a autour. C'est effectivement les gens qui veulent s'accaparer un morceau du mythe, qui veulent s'accaparer quelque chose physiquement. Et puis, de leur génération aussi. De leur génération. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est le côté valeur refuge. Les gens se disent Johnny, c'est une valeur refuge parmi toutes les nouveautés aujourd'hui qu'on trouve partout. Et ça, c'est intéressant aussi, c'est de se dire on va capturer ça. Et c'est sans doute pas un hasard si des gens comme Michael Jackson vendent encore énormément de disques. Enfin, je crois que c'est l'artiste mort qui vend le plus grand nombre de disques encore aujourd'hui. Non, c'est Brel. C'est Brel.
C'est qui Brel, en fait, dont on parle depuis... Brel? Oui, Je sais pas. je ne sais pas. Donc, effectivement, il y a cet engouement-là en Belgique. Ce qui est un peu J'adore dommage... Brel, c'est une plaisanterie vaseuse. Oui, c'est un running gag entre nous. Mais ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que parfois c'est occulté par tout le côté financier qu'il y a autour, tout le côté dramatique. Mais ce que j'aime à rappeler quand on me pose la question, c'est que cet album de Johnny, il était presque prêt avant de sortir. Ouais. Ce ne sont pas des chutes, ce ne sont pas des morceaux qu'on est allé retrouver. Je pense aussi, et je compare ça avec l'album de Bachung, qui devrait bientôt sortir, 9 ans plus tard. Ça me dérange un peu plus, par exemple. Ça me dérange un tout petit peu Ce qui plus. est aussi extraordinaire, qu'il faut souligner, c'est quand même le courage d'enregistrer dans des conditions qui sont des conditions totalement anormales. C'est-à-dire que la plupart des gens qui seraient à ce stade-là de la maladie seraient dans une chambre d'hôpital, ce qui d'ailleurs était le cas souvent dans son cas. Il allait chanter, il y a cette voix absolument phénoménale. Est-ce qu'on a, Marie-Christine, le même sentiment chez vous? Chez Vous avez nous- le droit à un éloignement. Mais chez nous, l'engouement de Johnny n'est pas comme ici, non. Et pourtant, il aimait bien venir chez nous. Il est Tout à venu fait. à quelques reprises. Il a même connu des histoires avec des filles chez nous. Nanette Workman. Nanette Workman, pour ne pas la nommer. Mais c'est quand même intéressant, à chaque fois que ça arrive, Sylvestre évoquait Michael Jackson, l'exploitation posthume d'une icône. D'ailleurs, on a dit de Michael Jackson qu'il était plus rentable mort que vivant. Dans le cas de Johnny, on parle surtout des retombées. Et j'étais contente à ce titre d'entendre parler Yves sur la qualité de cet album parce qu'on dirait que c'est évacué. On parle moins de la valeur artistique de l'album. Il dit, je suis son porte-parole, bien évidemment, en tant que lèche-cul officiel. Mais C'est un bon album. Mais il faut quand même en parler. C'est délicat d'en parler. Si c'était pas bon, cet album, est-ce qu'on le dirait? Parce qu'il n'est plus là pour se défendre. Le timbre est plus ou moins altéré. Moi, je trouve que le vibrato est un petit peu... trahit un petit peu l'âge et la maladie de Johnny sur cet album. Mais reste que Laetitia est présente dans chaque couplet. Los Angeles est présent dans chaque couplet aussi. Les mobile homes, les Kodachrome et tout. Il y a une histoire avec les Français et l'Ouest américain. Et je pense qu'avec Johnny... qui savait cristalliser ce phénomène du français qui magnifie, qui fantasme sur l'Ouest américain. Absolument. C'est là. C'est l'histoire de toute une génération et même de la génération d'après, puisque regardez, Didier Morville s'appelle Joey Starr, etc., etc. Et ça ne fait que continuer. Deuxième sujet, ça va nous maintenir dans l'univers justement des variétés, mais avec un registre littéraire, puisqu'il s'agit des Monkey. Alors, Monkey pour singe, Diaries, c'est le nom anglais donc et le titre que Jane Birkin publie pour un journal intime qui est tout à fait particulier, parce qu'il n'aborde pas vraiment sa carrière d'artiste, c'est vraiment un journal intime tenu entre 1957 et 1982. C'est la plus francophone des artistes anglaises, qui nous fournit l'occasion d'un échange à propos de la validité littéraire de ce type justement d'écrits, de mémoires. Ces journaux d'artistes appartiennent-ils à la grande catégorie de la littérature? Nous allons en parler après ces quelques souvenirs qu'évoque Jane Birkin au micro de Patrick Simonin, que tout le monde connaît sur l'antenne de TV5 Monde. Croire au sucre au Dieu, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Jane B. Oui. Vous êtes toujours Jane B. Le nez aquilin. Oui, C'était ça les premiers mots. c'est ça. Le premier disque. Oui, oui, C'était ça. oui, Hein? oui, oui. Quel amour vous avez incarné tous les deux. Oui. Pour tous, pour tout le monde. Au fond, mythique, incroyable. Il le voulait, ça. Ouais, Il disait, qu'est-ce que tu veux? On est mythologie. ouais. C'est- vous c'était voit- drôle, quand on même. vous voit dans des images d'archives avec Charlotte dans les bras, Oui. rentrer à la maison rue de Verneuil. Il est avec Michel Lancelot, un journaliste, il répond. Il y a un bazar partout. C'est une vie incroyable. Oui, enfin, rue de Verneuil, c'était pas... C'était une prison. Aussi. C'était un musée. On n'avait pas le droit d'entrer dans son grand endroit avec le piano. Moi, j'ai rayé son piano avec mon panier. J'avais l'impression de moi-même d'être un dérangement pour son œil esthétique. Donc, j'ai acheté ma petite maison en Normandie parce que j'avais du répondant quand même. Et là, je l'ai fait subir 2 mois de vacances en Normandie. Mon Dieu, le pauvre. Lui qui n'aimait pas la campagne, qui disait oh, j'ai l'impression d'être 6 pieds par en dessous. C'était ma vengeance. Voilà, après cet extrait donc de Jane Birkin, la question est posée
de savoir si ce type de témoignage appartient donc au vaste registre de la littérature. J'allais dire que la réponse est évidemment oui, parce qu'il y a eu des mémoires de tous les grands artistes du monde. Alors, la particularité justement de ces mémoires de Birkin, c'est que la place est très faible accordée à ce qui est sa profession. Oui, tout à fait. C'est en fait un vrai journal intime, alors avec des petites parties pour faire le lien où elle explique malgré tout ce qui s'est passé. Mais c'est assez intéressant, bien entendu, puisque ça nous raconte la vie d'une artiste très connue et qui intéresse beaucoup les gens, mais que c'est aussi la vie de Serge Gainsbourg, évidemment, et sa vie avec Serge Gainsbourg. Et elle nous raconte quand même quelques-unes des manies du vieux dingue qui, franchement, valent le coup. C'est assez cru. C'est assez trash, y compris ce qu'elle raconte. Alors non seulement sur Serge, il y a des histoires que je connaissais, mais que ceux qui les découvrent doivent quand même être... voilà, même si elle en donne une version un petit peu édulcorée, ça doit quand même surprendre ceux qui les lisent pour la première fois. Elle dit des choses assez brutales, y compris sur ses filles, sur Kate Barry, sur Charlotte Gainsbourg. Et puis évidemment... puisque Guillaume, vous parliez de la qualité purement littéraire, ben, là, effectivement, il y a, comme toujours dans ce type d'exercice, des pleins et des déliés. C'est-à-dire, il y a des moments où on s'ennuie, parce que comme c'est un journal, évidemment, quand elle vous raconte ses repas et ses sorties et les gens qu'elle rencontre... Ben, Le charme, Yves, c'est aussi le côté un peu cabossé de la langue que tout le monde connaît quand on interviewe Jane Birkin. C'est-à-dire qu'il y a délibérément, dans un maintien en français, du cabossage de son expression orale. C'est vrai, mais moins que ce qu'on pourrait imaginer quand on l'entend parler, justement. Donc, à l'écrit, malgré tout, mais comme c'est normal, on le sait bien, l'écrit, c'est la version magnifiée de notre parole, ça se sent moins. En revanche, moi, ce qui m'a aussi beaucoup intéressé, c'est tout ce qu'elle raconte sur sa vie en Angleterre et sur la vie de la famille Birkin, de sa mère, Judy Campbell, de son frère, Andrew Birkin, etc., puis de la vie en Angleterre pendant son enfance. Moi, le mariage très tôt avec John Barry, donc. Voilà, moi, c'est ce qui m'a... avec évidemment l'aspect Gainsbourg, c'est ce qui m'a le plus intéressé là-dedans. Après, est-ce que ça en fait pour autant de la littérature ? Non, je ne dirais pas ça, parce que l'écriture est de l'écriture comme chacun d'entre nous pourrait le faire à son journal, même si c'est de très bonne tenue. Mais on ne va pas dire que c'est pour autant de la littérature. Mais ça participe. C'est un genre littéraire. C'est un genre. Comme les mémoires de Signoret, qui avaient connu un succès phénoménal, comme les mémoires de Polanski. Ou le journal de Pascal Sevran, par exemple, qui chaque année était un des best-sellers en France pendant les années 90. Quand on dit Pascal Sevran, on a envie de sourire tout d'un coup, mais c'est vrai qu'il a eu des prix. C'est un très bon écrivain qui a eu le prix Nimier, notamment. Exactement. En dehors, évidemment, de la chance aux chansons qui présentait un aspect beaucoup plus rose. D'ailleurs, il serait extrêmement bien ici, Pascal. Oui, alors il était parolier aussi. Qui a été parolier pour Dalida, notamment. Je voudrais simplement rappeler, pour ceux qui nous retrouvent peut-être par hasard dans 300 millions de critiques, que nous sommes à la Monnaie de Paris et que nous sommes donc au cœur d'une exposition qui est consacrée à Grayson Perry, qui fait partie avec Damien Hirst et beaucoup d'autres, Jenny Saville, de ces Young British Artists, des artistes qui ont un peu révolutionné, donné un grand coup de poing dans l'art de la fin des années 90. Donc, qu'en dit-on sur les réseaux sociaux ? Sur les réseaux sociaux, on parle de Jane Birkin. On aime beaucoup Jane Birkin. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un compte qui lui est attribué, qui n'est pas le sien. D'ailleurs, quand on lit son journal, on ne l'imagine pas tellement connecté aux réseaux sociaux. On l'imagine bien continuer à écrire ses journées. Et effectivement, il n'y a rien d'officiel sur Jane Birkin. Il n'y a que des comptes de fans, mais qui, en totalité, ont une communauté de 150 000 personnes, ce qui est déjà beaucoup. Et sur ses écrits, c'est plutôt très positif. Et on va faire des recherches. On se dit, alors, ce petit singe Monkey, qui en parle? On s'aperçoit qu'il y a déjà 10 ans, dans les interviews, Lou Doyon, Charlotte Gainsbourg parlaient déjà de ce petit singe. On retrouve la chanson que Serge Gainsbourg a écrite en hommage au singe qui s'appelle Orang-Outan. Il y a une chanson qui lui est dédiée. Et tout ça, c'est intéressant d'aller le glaner sur la toile. Donc, c'est tout l'univers de Jane Birkin qui, suite à la publication de ses journaux, est déployé. On en parle encore davantage et c'est plutôt très touchant. Est-ce que vous avez été touchés les uns et les autres? On aime Jane Birkin. Oui, c'est ça. C'est une translation entre la tendresse qu'on a pour elle et le livre qu'on a entre les mains. Écoutez, c'est charmant, c'est mignon.
comme on aime cette femme, mais de là à dire qu'il y a une valeur littéraire à ce journal, là, j'en doute. Jane Birkin, bon, d'abord, un journal, il faut savoir que c'est un plaisir solitaire. C'est écrit au jeu. C'est écrit selon les pulsions du moment, selon aussi... c'est parfois improvisé, c'est parfois très rapide et c'est pas toujours réfléchi, un journal. On aime raconter ce qui se passe. C'est ce qui en fait le charme pour soi. Et est-ce que ça doit être destiné à d'autres? Là, c'est une autre question, mais moi, je crois d'abord que le premier public d'un journal, c'est soi-même. Dans ce cas-ci, on sent un petit peu la retouche. On sent le travail d'édition. On sent aussi qu'on a voulu mettre en ordre, placer certaines choses. J'aurais voulu en apprendre davantage sur, par exemple, le Swing in London. J'aurais aimé en apprendre plus sur le cadre dans lequel elle évolue. Oui, on en apprend beaucoup sur sa famille. Le ressort dramatique n'est pas toujours évident dans un journal, quoique avec John Barry, un être pas très commode et assez autosuffisant et égoïste avec elle. Ensuite arrive Gainsbourg. Alors là, on s'ennuie pas avec Gainsbourg. La tarte à la crème, le chemisier Saint-Laurent qui nettoyage à sec. Il y a ce genre de petits détails qui sont pas toujours intéressants. Il rétrécit dans la scène, le chemisier. C'est ça. Oui, dans la scène qui rétrécit. Alors, vous voyez ce genre de petits détails? La courbe sur le récit, sur le cadre de vie manque, à mon avis. Mais bon, on aime Jane Birkin et je comprends les réactions qui sont très aimantes, très positives sur les réseaux sociaux. Comment ne pas aimer ce récit? Mais est-ce qu'on va en reparler dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? C'est pas le journal de Jules Renard, c'est peut-être pas l'objectif. Sylvestre. Alors, est-ce que j'ai trouvé ça littérairement intéressant? Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. C'est une traduction, elle l'a écrit en anglais, d'ailleurs, je crois, ce bouquin à la base, ça a été retraduit, etc. Donc, est-ce que c'est intéressant littérairement? Pas trop. Ça vaut pas, je pense, des choses comme le journal de Mireille Havet, par exemple, que je trouve sublimissime, brillantissime, alors qu'elle était beaucoup plus jeune, pour le coup, que Jane Birkin. Ce qui est intéressant dans un journal, c'est le côté mythifié de la personne qui l'écrit, et puis son côté aussi... très humain. Et on retrouve ces deux éléments en proportions diverses dans les différents journaux qu'on peut avoir. Moi, il y a des gens dont je lis le journal, j'en ai strictement rien à faire de la vie qu'ils ont eue, mais je trouve qu'ils ont cette manière brillante de généraliser, la de plupart des conceptualiser. grands écrivains ont tenu les journaux. Voilà. Et certains n'avaient pas une vie, ils vivaient dans leur cave en train d'écrire leurs livres, mais ils avaient cette fulgurance de pouvoir trouver des formules, d'écrire en français des choses magnifiques, etc., qui touchaient un peu au cœur. Je trouve que c'est un peu l'inverse ici avec Jane Birkin, c'est que c'est relativement plat dans le sens très basique du terme, mais elle a vécu une vie complètement incroyable. Et parce qu'elle a vécu une vie complètement incroyable, on est pris par ce flot, on se dit « Waouh, effectivement, ça devait être complètement fou ». Mais la manière dont elle généralise ou dont elle, elle en sort une certaine philosophie de vie, ça ne se retrouve pas. Mais ça a un intérêt aussi. Donc ces deux éléments coexistent dans un journal. Ici, c'est plutôt l'élément mythifié et un peu dingo de sa vie. C'est d'une certaine manière le charme discret de cette bourgeoisie anglaise qui mène une vie un peu déglinguée comme celle de Grayson Perry, dont vous voyez les œuvres derrière nous. Il faut dire, pour terminer, que dans toute cette carrière importante, on parlait d'Hallyday, qui n'a jamais été un auteur, sauf rarissimement. Birkin elle-même, dans son travail de chanteuse, n'a jamais été un auteur elle-même. Elle n'a jamais écrit de chansons, jamais écrit de musique, ou très rarement. Donc il est tout à fait normal que, n'ayant jamais écrit, je ne dis pas qu'on retrouve la déception qui est évoquée par Sylvestre, mais qu'on retrouve finalement une certaine forme de naïveté. Oui, moi j'entendais effectivement Marie-Christine et Sylvestre parler, et j'ai un peu le même sentiment, c'est-à-dire que, évidemment, un journal intime, il est là pour servir un petit peu d'aide-mémoire au départ, pour inscrire les faits principaux qu'on est en train de vivre et pour s'en souvenir plus tard, et du coup, il n'y a pas forcément une grande perspective sur ce qu'on vit, et c'est ce qui est caractéristique de ce livre, sauf peut-être sur la fin, avec les années passant, évidemment, les dernières pages, lorsqu'elle est en train de quitter Serge Gainsbourg pour aller vers Jacques Doyon, à ce moment-là, il y a un vrai questionnement qu'elle a sur ce qu'elle fait, sur la place de Gainsbourg, sur la volonté d'aller vers Doyon, sur qui elle est, Donc ça, il y a une valeur véritablement universelle quand elle parle de ça. Sinon, effectivement, l'aspect des coulisses de sa création artistique sont complètement absents. On est dans un inventaire de vie,
dans des récits de famille et autres qui sont moyennement intéressants pour le lecteur. Alors, il y a des aspects qui sont effectivement croustillants quand on est avec Gainsbourg et autres, parce qu'on voilà, on se rappelle tous de Gainsbourg et de ses outrances. Et quand on est plongé là-dedans de l'intérieur, ça nous ramène à ça aussi. On le lit avec intérêt. Par contre, ce qui me frappe dans la question que vous posez et aussi dans le bouquin, c'est justement, elle n'a pas écrit, elle n'était pas un auteur-compositeur en même temps. Et ce qui est intéressant, ce qui me sidère dans le livre, c'est de voir la facilité, l'aisance, le naturel, finalement, avec lesquels, tout s'est enchaîné dans sa carrière. On a l'impression que ça s'est fait de manière totalement naturelle. Alors, c'est un peu une enfant de la balle, parce que sa mère était déjà comédienne, certes. Mais en même temps, on a l'impression que ça s'est fait, mais totalement simplement. Blow-up, Antonioni, la piscine, tout ça. Oui, la beauté du diable. Et ça, c'est remarquable en même temps d'innocence et ça pose plein de questions finalement sur la façon de réussir une carrière. Merci mon cher Yves, on se retrouve la semaine prochaine. Nous accueillons maintenant Camille Morino. Bonjour ma chère Camille, je vous salue, asseyez-vous, installez-vous. Voilà, ces tabourets sont fragiles. Oui. Alors nous sommes à la Monnaie de Paris, donc nous sommes chez vous. Oui. Il faut rappeler exactement ce qu'est ce bâtiment qui, depuis maintenant un certain temps, il y a eu une exposition consacrée à Bertrand Lavier, il y a eu une exposition consacrée à Mauricio Cattelan. Donc la Monnaie de Paris donne à faire voir des œuvres d'artistes contemporains, en l'occurrence Grayson Perry. Mais est-ce que c'était la vocation de l'endroit à l'époque ? La vocation, c'était d'être l'usine qui frappait la Monnaie de Paris depuis le XVIIIe siècle. Mais en réalité, depuis ce siècle-là, beaucoup d'artistes ont travaillé à la Monnaie parce que c'était les graveurs et les sculpteurs de nos monnaies. Donc il y a cette tradition très ancienne de collaboration avec des artistes qu'on a voulu relancer depuis à peu près 10 ans maintenant. Donc il y a d'un côté un musée qui a ouvert il y a à peu près 1 an, qui s'appelle le musée du 11 Conti, qui montre une très belle collection de monnaies et de médailles. Et de l'autre, des expositions d'art contemporain qui vont jouer d'ailleurs, établir un dialogue entre les collections du musée et ces artistes contemporains, pour beaucoup des sculpteurs, parce qu'on a cette vocation à montrer des sculpteurs, des graveurs comme Grayson Perry, et une deuxième identité qui est de montrer des artistes femmes. Alors ça, c'est un petit peu plus mon histoire, et puis parce qu'à Paris, aujourd'hui, on manque de lieux pour montrer des artistes femmes. Alors, Grayson Perry, il faut parler un peu de lui. J'ai résumé la situation tout à l'heure. Il fait partie de ces gens qu'on a appelés les Young British Artists, c'est-à-dire des gens qui ont maintenant à peu près 60 ans et qui ont explosé à la fin des années 90. Et il y a Jenny Saville, il y a Damien Hirst, il y a les frères Dinos et Jack Chapman. Et lui, il fait partie de cette génération, même école, St. Martin's School, donc même génération et même goût de la provocation. C'est-à-dire que c'est pas une provocation dans son cas qui est voulu, mais on est comme chez Gilbert & George et d'autres artistes britanniques. Il y a cette envie quand même d'être, comment peut-on dire, le plus novateur possible. Alors, lui, il ne parle pas vraiment de son travail comme ça, en fait. Il y a ce caractère très original qui se travestit en femme, d'où sa présence ici, parce que c'est un homme qui aime bien de temps en temps être une femme, qui est d'ailleurs très féministe. Il fait partie de cette même génération, mais il n'était pas dans le groupe. Et pour des raisons assez évidentes, quand on voit son travail, c'est qu'il travaille la céramique, la tapisserie, des matériaux qui n'étaient pas du tout à la mode à l'époque, qui fait qu'on ne l'a pas tout de suite regardé. Alors, il a eu le Turner Prize en 2002, donc là, tout d'un coup, on découvre son travail. Et puis, cette profonde originalité qui est d'être vraiment entre deux genres et de choisir le genre féminin parce qu'il est féministe. Donc, ce n'est pas du travestissement, c'est un travestissement engagé. Si j'ai lu les entretiens qu'il a donnés, il se considère comme un homme qui s'habille en femme et pas comme un travesti. Absolument. Ou un transgenre. Absolument. Ce qui est très différent du débat qu'on a aujourd'hui, finalement. Oui, c'est différent, même si c'est quand même intéressant, parce que son passage dans le sexe féminin est quand même lié à un discours politique sur le genre, mais qui dépasse d'ailleurs, c'est une exposition assez politique, qui va parler du Brexit, de la migration, de plein de sujets. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit sur le monde et qui, de temps en temps, pour réfléchir, se met dans un rôle de femme. Et quelles sont les prochaines expositions? Parce que ça a eu beaucoup de succès, les récentes expositions. On parlait de Cattelan, et donc celle-ci. Quels sont les projets que vous avez? Alors, la prochaine exposition en mars prochain, ça sera un sculpteur allemand qui s'appelle Thomas Schutte, qui est pour moi vraiment un des grands artistes vivants, un petit peu notre Picasso, même s'il est allemand, qui travaille la sculpture, qui travaille la céramique aussi, le bronze, la gravure. Et après, dans un an, ça sera une artiste femme.
Je ne vais pas vous dévoiler le nom parce que j'espère que vous reviendrez. Avec grand plaisir. La découvrir. Voilà, on a une belle programmation qui est très Française attentive. ou pas française? Elle est américaine. Américaine. Une sorte de jeu qui commence par... C'est le Burger Quiz. Plus de 50 ans, moins de 50 Voilà, c'est ans. Elle aime la tarte aux fraises. Non, on garde le Est-ce qu'elle secret. est blonde ou brune? Mais en tout cas, la reine Elisabeth Alors, est très je présente. vais voter pour Cindy Sherman. Allez. Cindy Sherman est prévue à Paris, mais pas ici. Voilà. Soyez pas jaloux. Tout est bien à la Monnaie de Paris. En tout cas, on est ravis d'être chez vous ici et vous êtes très gentils de nous accueillir avec notre joyeuse bande. Camille, merci. Merci à vous. Bonne journée à vous et évidemment, venez à la Monnaie de Paris voir cette magnifique exposition. Au revoir. Au revoir et à bientôt. Jusqu'au 25 février 2019. Ce était évidemment totalement inutile, mais ça fait partie de mon charme. Le cubisme fait les beaux jours du Centre Pompidou. Là, on va reparler d'une autre génération d'artistes. Nous sommes au début du siècle à Paris. Braque, Picasso, Metzinger, etc. Metzinger, etc., etc. C'est intéressant de voir le panorama complet de ce mouvement qui a déconstruit la peinture pour mieux la reconstruire. L'exposition revient évidemment sur l'aspect chronologique et nous en parlerons juste après ces quelques images justement qui ont été prises au Centre Pompidou. L'exposition consacrée au cubisme commence en 1907 pour se dérouler jusqu'en 1917. Donc c'est une exposition qui se veut panoramique, complète, rétrospective de toute l'évolution du mouvement cubiste qui réunit 300 œuvres et elle réunit de façon très exceptionnelle plus d'une quarantaine d'artistes. C'est dire en fait la richesse du mouvement cubiste et son développement de façon très accélérée et très vivante. Je crois que ce que nous voulions montrer, c'est non seulement des chefs-d'œuvre, des œuvres très très marquantes qui ont véritablement changé le monde artistique, mais aussi la fraternité qui a uni ces artistes, leur solidarité, leur complicité dans ce qu'on a appelé la révolution cubiste. Voilà donc le cubisme, exposition fondamentale donc au musée, au Centre Pompidou, donc à Paris. Je vais commencer par vous, Sylvestre, parce que le cubisme, c'est maintenant tellement connu, cette période qui va, disons, de 1905 jusqu'au début de la guerre de 14, avec comme apothéose les Demoiselles d'Avignon, 1907, qui est au moment à New York. Donc tout le monde a l'air de savoir ce qui s'est passé, la bataille entre Braque, Picasso, l'influence de Cézanne, de Gauguin, de l'art africain. Donc en fait, quand on y va, qu'est-ce qu'on ressent ? Eh bien, moi, je suis allé en me disant, je connais tout. Le cubisme, évidemment, c'est quelque chose qui est entré... Mais oui, c'est vrai qu'au départ... entré dans l'inconscient collectif, c'est entré dans les images d'Épinal, etc. Et j'ai vraiment été passionné par cette exposition parce qu'elle rentre vraiment dans le cœur du mouvement. Et j'avais assez peu été confronté à des expositions sur un courant artistique dans lequel on était autant immergé qu'on comprenait. Le cubisme, en fait, c'est abstraction et géométrisation. Je suis allé voir un peu ce que c'était au départ, et il y a vraiment ça, en fait. On commence par du figuratif, et puis il y a déconstruction progressive, déconstruction de la matière. Ça devient bichrome, et puis ça passe tout doucement à la couleur, et donc on a cette perspective qui change de pièce en pièce. C'est fascinant, il y a un nombre d'œuvres incalculable. C'est vraiment hyper intelligemment fait, parce que c'est chronologique aussi, mais c'est fait de telle manière à ce qu'il y ait un enchaînement comme ça, d'œuvre en œuvre, et avec des pièces qui sont des pièces annexes, où on dit, voilà, ce sont les poètes, par exemple, qui ont influencé. Exactement. Est-ce que la sculpture cubiste existait? Alors, on ne se positionne pas, mais on la met quand même dedans, mais en annexe. Donc, ça permet effectivement d'avoir cette mise en perspective. Donc, c'est assez fascinant. Je trouve que c'est vraiment hyper intelligemment fait. Et je me dis, en voyant ce genre d'exposition, qu'on en verra de moins en moins. Parce que les tableaux qui sont là, les assurances, on imagine bien tout ce qu'il y a autour, que pour réunir autant d'œuvres et avoir un tel systématisme dans l'approche, c'est quand même, à mon avis, très compliqué, et ça le sera de plus en plus. Vous connaissez la phrase célèbre de Picasso, qui était une peau de vache terrible, à propos de Georges Braque, avec qui il a fait une partie de ce chemin, justement. Il a dit un jour de Braque, Georges, il est parti à la guerre de 14, il n'est jamais revenu. Ce qui était une manière de dire ce qui était épouvantable, alors que
au fond, ils avaient presque une attitude de chercheurs à l'époque. Et il y a cette phrase qui est dingue dans l'expo, parce qu'on sait que c'est la guerre de 14 qui a un peu arrêté le mouvement. Et je crois que c'est Fernand Léger qui dit quoi de plus cubiste que cette grande guerre qui explose les êtres et les envoie aux quatre coins, les fragmente. Et c'est vraiment ça. Je veux dire, cette mise en abîme et cette plongée dans l'histoire est quand même très, très forte et très, très bien faite. C'est d'ailleurs une des forces fondamentales de l'art en général, d'être, comme la science, une prémonition. Marie-Christine, est-ce que vous avez ce sentiment? Eh oui, mais tout à fait. Écoutez, moi, j'ai ressenti la même vibration, la même émotion en voyant cette exposition. 1908, là, on nous fait bien comprendre que c'est une année cruciale, grosse année pour l'art en général, les arts visuels et évidemment l'arrivée du cubisme. Il manque les Demoiselles d'Avignon. Vous dites qu'elle est au MoMA à New York. J'aurais aimé la voir. C'est toi parce qu'on nous en parle tellement, on y réfère tellement. Et évidemment, on réfère à Cézanne aussi, notre père à tous, qu'a dit Picasso. Et cette fusion artistique entre Braque et Picasso, elle est très présente. Et on comprend que c'est l'explosion industrielle aussi dans ces années. Et ça se reflète dans le cube, dans le cubisme. C'est intéressant de savoir aussi que c'est un critique d'art qui a inventé le terme cubisme et qui disait, Louis de Vaucelles, si son nom est bien celui-là, il disait « Mais c'est réducteur, ils ne font que des cubes, ces artistes. » Et Chagall aussi trouvait que c'était de l'esclavage. C'est pas tous les artistes qui adhéraient à ça. Cézanne, bien sûr. Et aussi un autre artiste qui trouvait, je crois que c'est Magritte... Matisse, c'est ça. Matisse qui disait que c'était justement, lui aussi, était plutôt de l'école qui disait que c'était réducteur. Mais peu à peu, il y a d'autres artistes, et ça, c'est très bien démontré, Fernand Léger, la couleur va apparaître tranquillement, ça va vibrer. Mais c'est propre à des artistes. Au début de la vingtaine, on veut tout démolir, on veut reconstruire. Voilà. Et l'impressionnisme était envahissant. C'est pareil en musique, Guillaume. Le martèlement de Stravinsky, quand il est arrivé avec le Sac du printemps, Camille Saint-Saëns, le premier, disait « Mais c'est épouvantable, vous ne devez pas aimer cette musique. » Oui, on doit l'aimer parce qu'on veut passer à autre chose après l'impressionnisme. Évidemment, l'impressionnisme est resté, le cubisme est tranquillement disparu, mais sa patte, son empreinte est là pour toujours. C'est crucial. L'impressionnisme qui, au début, était aussi critiqué, puisqu'on considérait que c'était une peinture qui était faite par des gens qui avaient des problèmes de vision. Je parle des artistes classiques qui disaient ça notamment à propos des tableaux abstraits de Monet à la fin de sa vie, parce que c'est vrai que Monet avait des problèmes de vision. Est-ce que vous partagez... Bon, est-ce que les réseaux sociaux, avant que Michel ne conclue, sont enthousiastes ou pas? Ils sont dithyrambiques, les réseaux sociaux. Dithyrambiques. Dithyrambiques. L'exposition a à peine commencé que déjà, il y a des hashtags par milliers. Et surtout, avant de vous parler des réseaux sociaux, il y a l'application du Centre Pompidou qui vous permet de vous guider dans cette exposition et qui met en avant des toiles qui ne sont pas présentes pendant l'exposition. Et on peut écouter des textes d'Apollinaire, puisque Apollinaire était le fervent défenseur du cubisme. Et donc, on retrouve des extraits de poésie, de textes. C'est très intéressant. Donc, téléchargez l'application. Même si vous ne pouvez pas aller la voir, ça vaut le coup de passer en revue. Il y a au moins une quinzaine d'œuvres qui sont détaillées. Et pour revenir aux réseaux sociaux, effectivement, c'est un franc succès. Si vous voulez voir le plus de toiles et d'œuvres possibles, il ne faut pas, alors ça va faire frémir Yves Bigot, mais écrire cubisme avec un E, puisqu'il y a plus de 300 000 œuvres postées avec cubisme sans E à l'international. Donc c'est le mot clic qu'il faudra écrire sur Instagram. Et je finis pour vous dire à quel point c'est encore au goût du jour, c'est qu'il y a des tatoueurs qui se sont spécialisés dans le cubisme et qu'on peut voir leurs œuvres. Donc il y a des œuvres qui sont des reprises de grandes toiles, mais pas uniquement, il y a des créations. Et donc il y a des hommes, des femmes qui se font tatouer le corps avec des œuvres cubistes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un aigle dans le dos ou un tatouage maori, je vais me coller sur les omoplates, les Demoiselles d'Avignon. Vous pouvez vous inspirer, le mot-clic, c'est... Je peux vous garantir qu'à partir du moment... Dès que je vais atteindre ma 80e année, si je l'atteins à la plage, je vais faire un tabac avec les Demoiselles d'Avignon. C'est quoi le film déjà C'est quoi déjà le film où Jean Gabin a De Funès qui... Ah non, c'est Jean Gabin qui a dans son... Le tatoué, voilà. Ouais, Modigliani, ouais. J'ai oublié le titre. Ah, vous savez qu'il y a beaucoup de gens, par exemple... il y a pas mal d'intellectuels qui sont critiques à l'égard de la peinture contemporaine qui considèrent que le cubisme est la base du saccage, parce que le cubisme est la destruction de la figure humaine, la destruction du paysage, et que donc on est dans la déshumanisation du monde, et pourquoi pas vont-ils jusqu'au bout, alors le nazisme, etc. etc. Ça, c'est la critique exacerbée qui ne me paraît pas recevable.
Mais c'est vrai qu'on l'a tous dit, il y a cette volonté de casser pour reconstruire. Et d'ailleurs, je termine d'un mot, et après c'est vous qui allez conclure. Il y a cette fameuse lettre de Dali qui envoie une lettre à Picasso, donc les deux Espagnols, et lui dit Pablo, dépêche-toi de tout casser, comme ça moi je pourrais reconstruire. Après, c'est une lettre qui est archi célèbre. Est-ce que vous avez ressenti la même chose? Oui, moi je suis entièrement d'accord avec ce que vous dites, et notamment quand vous parliez de recherche tout à l'heure. L'expo, c'est vraiment, c'est une double leçon d'histoire. C'est une leçon d'histoire de l'art parce qu'on comprend parfaitement comment on est passé de l'impressionnisme à l'abstraction avec le cubisme au milieu qui déconstruit tout, on ne va pas le réexpliquer. C'est une leçon d'histoire aussi tout court parce que ça s'inscrit complètement dans l'époque, à tel point même qu'on peut véritablement se poser la question de savoir quelles antennes les artistes ont, parce que il y avait évidemment 1908, 9, 10, la Première Guerre mondiale pouvait éventuellement pointer, mais elle n'était encore pas là. Et en même temps, quand on analyse a posteriori les toiles, on se dit qu'on est en pleine déshumanisation des hommes, on est en pleine machinisation, on va dire, des paysages. Il y a l'essor industriel, il y a le travail à la chaîne. Enfin, il y a tout ça qui est en train d'arriver. Et la Première Guerre mondiale, et ces toiles sont parfaitement inscrites là-dedans. Et puis en même temps, moi je vous avoue que devant la succession des toiles, et notamment les toiles un peu ternes, bichromes de Braque et de Picasso, au bout d'un moment, je me suis dit, j'en ai vu une, j'en ai vu deux, j'en ai vu 10, j'en ai assez vu. Vous parlez de recherche. Et à un moment donné, j'avais vraiment l'impression qu'une grande partie du travail de Braque et de Picasso a été de la recherche presque fondamentale au niveau artistique. Même un nom qui était le cubisme analytique. Mais du coup, avec une valeur artistique peut-être moindre, alors je suis peut-être un tout petit peu sévère, mais peut-être moindre, comparé, je ne sais pas, à des Picabia ou bien à des Légers qui étaient plus colorés, qui étaient plus oniriques peut-être après, mais qui sont arrivés plus tard. Et que ce cubisme-là, il a eu sa place et son importance que pour ce que ça amenait par la suite, finalement. Paradoxalement, j'ai presque plus d'intérêt à aller voir un impressionniste, peut-être, en termes de ce que ça peut m'apporter comme rêve, ou alors après, en passant à autre chose, en passant à l'abstraction complètement, alors que dans le cubisme, j'ai plus l'impression de me retrouver face à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la recherche, d'un passage obligé, alors qui était absolument nécessaire. Alors, je ne vais pas tout mettre... Absolument, je suis d'accord avec vous, les Demoiselles d'Avignon, ou l'Arlequin et la musicien de Picasso. Enfin, il y a quand même des tableaux magnifiques. Et puis, il y en a d'autres, on a l'impression qu'il y a une répétition, il y a une recherche comme ça, qui rend la chose parfaitement intéressante, et puis en même temps, qui est peut-être répétitif ou redondant. Voilà, pour ceux qui ont la chance d'aller à Barcelone, c'est un des musées Picasso les moins connus, mais celui de Barcelone où on voit justement à la fin de sa vie Picasso refaire dans une version, j'allais dire, pas cubiste, mais totalement échevelé de l'homme, j'allais dire du vieillard, non, de l'homme mûr, les Ménines de Velázquez, c'est totalement délirant et il a refait tous les personnages les uns après les autres. Nous voici arrivés au moment fondamental de cette émission, les coups de cœur, car nous avons un cœur, notamment Michel. Il est bien caché. Alors, on va parler musique, parce qu'on a parlé de Johnny. Moi, je vais vous parler d'un album d'un jeune artiste suisse qui monte, qui est bien connu en Belgique, s'appelle Bastian Baker, puisqu'il était coach dans The Voice en Belgique. Il en est à son 4e album. C'est estampillé vraiment au pop international. C'est en anglais. Il s'en revient d'une tournée aux États-Unis en première partie de la grandissime Shania Twain. Donc, c'est quelqu'un qui est véritablement en train d'occuper de plus en plus le terrain avec cet album. Stay, c'est chez Phonag, et ça a tous les ingrédients pour toucher au plus grand nombre et à l'échelle internationale, donc plein succès à lui. Laura. Alors moi, c'est un partenariat que j'ai trouvé absolument génial, l'art comme médicament. Figurez-vous, et je me retourne vers Marie-Christine, puisque c'est chez vous que ça se passe. Mais bien sûr. C'est l'association des médecins francophones canadiens et du Musée des Beaux-Arts de Montréal qui se sont associés pour pouvoir prescrire l'art comme médicament. Et donc désormais, certains patients touchés de maladies mentales et physiques vont pouvoir aller voir des expositions gratuitement pour guérir. Marie-Christine. Les pouvoirs curatifs de l'art sont infinis. Infini, vous avez raison de me regarder avec cet insistant. La Vallée des Avalées, c'est un roman de Régent Ducharme, un roman marquant. Et Lorraine Pintal en a fait l'adaptation au théâtre. Cette pièce est présentée à Paris depuis quelque temps déjà, avec une distribution québécoise qui rend vraiment hommage à la poésie déroutante, explosive, puissante de Régent Ducharme. Donc, La Vallée des Avalées en pièce de théâtre, c'est mon coup de cœur. Sylvestre. Une Canadienne et non pas une Belge, Mary MacLean. On est au début du siècle, elle a 19 ans. Elle sort un livre et on ressort son livre qui s'appelle « Que le diable m'emporte ». Et c'est intéressant de faire le parallèle avec Jane Birkin parce que Mary MacLean, elle avait une vie complètement triste dans un bled du Montana. Et pourtant, elle a réussi à sublimer et aller chercher en elle des paysages mentaux, des réflexions complètement incroyables. Ça fait 220 pages.
C'est brillantissime, c'est incroyablement écrit. Je parlais tout à l'heure de Mireille Havé, c'est du même tonneau. C'est une fille qui a eu une vie qui n'a pas été très facile et qui n'a pas été reconnue à sa juste valeur littéraire à ce moment-là. Et c'est un livre absolument bouleversant, incroyable, que Le Diable m'emporte, un petit livre rouge. Voilà, autre petit livre rouge, un problème avec la beauté, Delon dans les yeux, Jean-Marc Parisi aux éditions Fayard. C'est un récit, c'est une biographie de Delon. Vous avez toute l'histoire de la vie de Delon, histoire cinématographique, histoire privée, histoire particulière avec l'affaire Marc-Anthony et ses liens avec des personnages donc proches du gangstérisme, l'histoire de ces femmes, et puis, au fond, quand même une réflexion sur ce qu'est Delon. Un problème avec la beauté, Jean-Marc Parisi. C'est un excellent livre, je vous le recommande. Voilà, nous sommes donc à la Monnaie de Paris. C'est un endroit magnifique sur les quais, donc à Saint-Germain-des-Prés. Venez voir cette exposition donc, de Grayson Perry. Elle est formidable. Signalement, yeux bleus, cheveux, châtain, Jane B, anglaise, de sexe féminin, âge entre 20 et 21, apprend le dessin, domicilié chez ses parents, yeux bleus, cheveux